Il y a quelques années encore, personne ne connaissait son nom. Juste un soldat dans l'ombre, quelque part entre le chaos des opérations militaires et le silence des gymnases. Aujourd'hui, Benoît Saint-Denis est l'un des visages les plus marquants du MMA français. Mais avant d'être un combattant de l'UFC, il a été un combattant tout court. Né à Nîmes, tout près des arènes, comme un symbole pour celui qu'on va appeler le dieu de la guerre, Benoît Saint-Denis commence les sports de combat tôt, principalement du judo, qu'il pratiquera en compétition dans son adolescence. Il remporte tous les tournois sans particulière difficulté d'après les journaux locaux, sport qu'il arrêtera par la suite après avoir eu la ceinture noire à 16 ans. À 18 ans, il suit les traces de son père officier et s'engage à l'armée. Lui veut aller aux forces spéciales. Plus précisément, il rejoint le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne. Après avoir notamment servi dans la guerre du Sahel, il s'ennuie quand il revient à Bayonne, et cherche donc un sport à pratiquer, un sport de combat. Il tombe alors sur la salle de Chris Savoca, un nom respecté du milieu du jiu-jitsu brésilien. En seulement 2 ans de pratique, il devient champion de France de grappling en ceinture bleue. Il va même s'essayer au MMA, après seulement quelques mois de boxe, à l'Invictus 15. Il tombe amoureux de ce sport à la suite de ses 4 victoires, dont la dernière face à un combattant professionnel. C'est ici que germe l'idée de le devenir lui aussi. Le 23 septembre 2018, tout bascule lorsqu'il participe à une détection organisée par Daniel Warin, qui avait été le coach des plus grands noms de l'UFC, Anderson Silva, Lyoto Machida. Il est sélectionné parmi des centaines de combattants pour représenter l'équipementier Venom dans la team Elite. Il rejoint des très grands noms comme Morgan Charrière, Alioune Nahaye, Ilyes Giroun, Jorik Montagnac, Yoni Razafiarzon et Maggie Berchel, des noms beaucoup plus connus que lui à l'époque. Il fait ses débuts professionnels à 84 kg, maintenant il est à 70 kg, et remporte son combat par guillotine et la somme énorme de 400 €. 2 semaines après, son contrat avec l'armée se finit, et vu qu'il ne veut pas passer à côté d'une grande carrière sportive, il fait le choix de devenir combattant professionnel de MMA. Commence alors une véritable course contre la montre. Il lui reste 2 ans pour briller dans la cage et rejoindre l'UFC. Sinon, il retournera sur le champ de bataille, le vrai. Il n'a pas trop le choix, il doit engranger les combats et les victoires. En Belgique, il remporte sa première ceinture, contre un adversaire polonais très solide. Retour en France et il gagne par guillotine. Il croisera d'ailleurs ce jour-là un jeune coach du nom de Nicolas Hotz. Ensuite, il retourne en Belgique, il gagne par clé de bras. Il rejoint alors le Brave, une organisation mondiale qui va donc lui permettre d'avoir beaucoup plus de combats et aussi beaucoup plus loin. Il va alors en Roumanie. Il envoie un crochet à son adversaire qui tombe sur lui met un coup de tête et lui ouvre le front. Combat sans décision à cause d'un coup illégal. À l'hôpital, il demande le score des juges car il avait quand même duré 2 rounds le combat. Mais les juges avaient perdu le score. Oui, bien sûr les gars, tout le monde vous croit. Mais bref, revenons à notre course. Il voyage en Slovénie et il gagne pour la première fois avec une clé de genou. Il y a le Covid donc on va rajouter 200 jours mais vous comprendrez que ça va très vite. En Suède, il met son premier TKO en carrière contre une ceinture noire de JJB. Puis il est l'heure de son premier main event. Il va au Bayern, il place un arm triangle choke. Mais l'information clé, c'est de savoir devant qui il a combattu ce soir-là. Il a combattu devant le cheikh du Bahreïn, autrement dit le prince héritier de son nom Salman Ben Ahmad Al Khalifa, qui lui aura alors permis de combattre pendant tout le Covid et qui lui servira aussi plus tard. Pour son dernier combat au Brave, il va en Italie et replace le même étranglement. Il reste alors moins de 50 jours à Benoît pour signer à l'UFC et réussir son pari fou. Il serait prêt à tout pour rentrer à l'UFC. Alors après avoir fait 8 combats, fini tous ses adversaires dans 7 pays, 7 soumissions et 1 TKO, tout ça en à peu près 2 ans, ce qui est complètement fou, une proposition arrive. Eliseu Zaleski, un monstre anciennement classé 12e de la catégorie des moins de 77 kg à l'UFC, c'est-à-dire la catégorie d'au-dessus de Benoît. Aucun doute, Benoît accepte, le cheikh l'aide à quitter le Brave et il rejoint alors les rangs de l'UFC. Il est alors contraint d'affronter un véritable tueur à gages, qui a plus de 30 combats alors que lui en a que 8, son adversaire a 11 combats à l'UFC, là où lui a que 8 combats en carrière. Son adversaire arrivera à 88 kg le jour du combat et sera testé positif à l'ostarine quelques mois après. Si vous savez pas ce que c'est l'ostarine, c'est un produit qui me ferait ressembler à The Rock. Le combat est dur, très dur, mais jamais trop dur pour le dieu de la guerre qui ne va jamais abandonner. Le combat se termine logiquement avec une décision unanime pour Eliseu. Il se retrouve alors avec un nez cassé, le visage qui gonfle, sa femme qui va pleurer pendant 8 heures à l'hôpital.
Le revers de la médaille est très dur. Mais si le Français a accompli son objectif en rentrant à l'UFC, le plus dur maintenant, ça va être d'y rester. Pour son retour, le sort va tomber sur l'Allemand Nicolas Stolze, qui va se faire étrangler au deuxième round. Même blessé à l'orteil, Benoît Saint-Denis arrive à briller dans la cage et à prouver qu'il n'est clairement pas là pour faire de la figuration. Il devait combattre en février, mais il se blesse à la cheville. Il va alors faire sa rééducation à Biarritz avec son staff. Il trouvera la vie là-bas nettement plus agréable que dans la capitale. Il va alors quitter la capitale et rejoindre le Pays Basque. Il va alors demander à Daniel Warin, son coach, de se déplacer pour la fin des préparations. Comme la période le veut, rien n'est simple pour Benoît. Il se fait opérer à la suite de sa blessure à l'orteil, il attrape un staphylocoque et la date de son prochain combat tombe tout juste une semaine après son mariage. Il est alors dans le pire état de sa vie selon lui. Mais cette date est très spéciale. L'UFC à Paris pour la première fois. Le soldat Saint-Denis n'a pas le choix, et le fan d'histoire qu'il est peut enfin rentrer dans la légende de ce sport. Il peut devenir le premier Français à combattre à l'UFC à Paris. L'Accor Arena est silencieuse, attendant l'entrée du nouveau Français de l'UFC. Mais à l'instant où la musique part, tout le monde sent que quelque chose de spécial va avoir lieu, qu'à la fin du combat, tout le monde se souviendra du nom de Benoît Saint-Denis. Il est bon debout, comme à son habitude, mais là où il excelle, c'est au sol. Il va être précis et méthodique pour épuiser son adversaire. Il fait exploser Bercy, et le soldat devient un mythe, celui du guerrier victorieux, même avec un doigt de pied cassé. Ce combat a marqué les esprits, beaucoup d'analystes voient Benoît Saint-Denis comme un décérébré qui allait à la guerre avec beaucoup de courage mais très peu de qualité. Son prochain adversaire c'est Ismaël Bons, un striker qui compte 19 victoires pour 3 défaites, 13 victoires de suite et la dernière avec ce coup de genou sauté. Le Français est loin d'être favori, mais il ne va pas reculer pour autant. Il détruit son adversaire à distance. Et au corps à corps, il n'y a pas photo. Il a fait passer bon film pour un novice. Maintenant qu'il a surpris tout le monde, il veut aller haut et intégrer le top 15 de sa catégorie. Et pour le retour de l'UFC à Paris, il est opposé à Thiago Moises, le premier nom établi qu'il affronte. Pas le choix, il faut marquer les esprits, alors il va à la guerre. Avec cette finition au sol, il remporte la victoire. Mais à la fin du combat, il va remporter le cœur du public avec cette interview. Ok, merci la France, merci à tous. Je vais vous expliquer une chose. Il n'y a pas un seul mec en moins de 70 qui fait 3x5 avec moi. Et je vais vous le prouver, étape par étape. Mission accomplie avec cette victoire par TKO, et en plus on a le droit à un discours légendaire. Maintenant, il va falloir assumer. L'UFC va respecter son souhait en le mettant face à un adversaire du top 15, à New York dans le mythique Madison Square Garden. S'il gagne, il intègre l'élite de l'élite, c'est-à-dire le top 15 de l'UFC. Cette fois, il doit endosser le rôle du méchant, qui veut gâcher la soirée du public, venu en masse pour voir son adversaire Matt Frevola. L'Américain reste sur 3 KO au premier round, et Benoît Saint-Denis est en mission. Pour lui, gagner ce n'est pas une finalité, mais un devoir. Alors, le 11 novembre, pendant que d'autres déposent des fleurs, lui monte dans la cage. Pas pour faire la guerre, mais pour honorer ce qu'ils ont fait. It's got his hands locked on the double.
Ce KO va le propulser haut, très haut, car pour son prochain combat, il affronte le 3e de la catégorie, Dustin Poirier, un combattant légendaire de l'UFC. Mais si l'UFC l'oppose face au 3e de la catégorie, c'est qu'il commence à être très près de la ceinture. C'est une occasion en or pour un 4e combat au sein de l'élite en 250 jours. La porte se ferme et Benoît Saint-Denis doit gagner le combat que l'on pourra considérer comme l'opportunité d'une vie. Il avait trouvé son chemin de la victoire, au sol encore une fois. Mais diminué par un staphylocoque, il s'incline avec ce KO. Il est temps de faire du changement pour lui, alors il se sépare de Daniel Warin, qu'il avait accompagné sur tous ses combats. C'est triste, mais c'est aussi un nouveau départ. Il garde Chris Savoca, qu'il avait formé au sol pour veiller sur lui, et même si ce dernier n'est pas spécialiste du MMA. Voulant oublier le revers contre Poirier, il revient. Et il revient en grande pompe à Paris. Il revient en main event. Et en 2 ans, il est passé du premier français sur la carte au dernier, qui a la lourde tâche de clôturer la soirée. Au premier round, il est complètement bloqué et se prend des coups de coude en plein visage. Il a un œil très endommagé, mais ce n'est pas ce qui va le faire reculer à l'entrée du second round. Il est arrêté par le médecin parce qu'il a un œil complètement fermé, alors même qu'il commençait à trouver son rythme dans le combat. Il se retrouve alors donc sans entourage, sur une défaite, et l'avenir s'assombrit. Pour rebondir, le soldat se trouve un nouveau général, Nicolas Haute, qui vient juste de relancer Nassourdine Imavov. Il retrouve alors des sparring partners de très haut niveau et un coach qui aura pour mission de canaliser l'animal. Le meilleur exemple est son combat suivant, une maîtrise totale au sol avant de finir par faire parler les points pour finir son adversaire du soir. Mais avec une victoire en avril, tout le monde attendait de voir le soldat à Paris. Chose qui est faite, son adversaire est Mauricio Ruffi. 7 victoires de suite, un striker d'élite. Sa dernière victoire, c'est ce KO. Mais attendez, un striker d'élite face à Benoît Saint-Denis, il y a comme un air de déjà vu, non ? Ce soir-là, le public l'acclame, oubliant complètement le revers de l'année passée, et l'avenir s'annonce radieux. Alors, le 15 novembre, il revient au Madison Square Garden. Il affronte Beneil Dariush pour devenir 9e de la catégorie des moins de 70 kg. Beneil Dariush vient juste de battre Renato Moicano. Il faudra faire alors attention à cet adversaire très expérimenté qui avait déjà combattu en MMA quand Benoît Saint-Denis n'avait que 13 ans. Alors maintenant, à vous de me donner votre avis. Benoît Saint-Denis, un effronté qui ne recule devant rien, ou un génie du grappling qui a réussi à scisser au plus haut niveau en seulement quelques années. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi vos retours dans les commentaires, et faites attention à vous. Et allez Benoît, allez mon grand, allez.